Bonsoir à tous, je regarde pas le bon côté, la caméra est là, bonsoir à tous, bienvenue pour ce débrief de la victoire de l'OL contre Ajaccio, victoire 2-0 dans la douleur, dans l'immense douleur, mais victoire quand même, une victoire, vous avez vu dans le titre, un petit peu ironisé, bon point pour le maintien, bonne victoire pour le maintien. Car au vu du contenu, difficile de se satisfaire pleinement de cette victoire de l'OL ce soir, tant tout a été terriblement laborieux. On va débriefer ça ensemble comme d'habitude. Merci à ceux qui regardent sur YouTube, merci à ceux qui ont liké la dernière vidéo sur le Mercato, qui est toujours disponible. Vous aurez le lien dans la description si jamais vous voulez la voir. C'est la première vidéo qui passe les 10 000 vues sur la chaîne, donc ça fait grave plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent, merci Jolie Cascade, merci Anto, merci Julien, merci Giant Max, merci à tous, ça fait très très plaisir. On va commencer ce débrief en parlant pas de foot, on va commencer ce débrief en parlant du folklore corse, parce que je pense qu'il faut quand même en parler. C'est quand même constamment comme ça, en Corse, et on va nous expliquer que c'est le folklore et que tout est normal. Vous avez vu cette fin de match qui a été marquée par une grande bagarre. On avait vu Olivier Pantaloni menacer Rémi Vercoutre, dont on parlera plus tard, d'aller lui péter la gueule à la fin du match. Il a tenu promesse. Alexandre Lacazette a reçu un briquet dans la gueule pendant son interview, mais tout va bien, c'est le folklore corse. On peut taper les joueurs, on peut envahir la pelouse, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est la Corse, donc c'est normal. Je vous rappelle que l'Olympique Lyonnais a pris des sanctions pour une bouteille sur la gueule de Dimitri Payet. Visiblement, les bouteilles, ça va. Les briquets, c'est problématique. On peut parler de ça, on peut parler également de Rémi Vercoutre. Rémi Vercoutre, figure d'autorité quand même, cadre du vestiaire, staff important, qui a passé visiblement tout son match à aller provoquer les Corses. C'est quelqu'un qui est censé faire figure d'autorité dans le vestiaire, quelqu'un qui est censé mener les hommes, mener leur état d'esprit. Bon, c'est difficile d'espérer quoi que ce soit de cet effectif, notamment des jeunes, quand on voit qu'ils sont menés par quelqu'un qui a la bouche grande ouverte et pas forcément le cerveau. Donc c'est un peu dommage d'avoir autant de cohue pour un match qui franchement n'en avait pas besoin pour être à chier. Donc voilà. Effectivement, c'est toujours pareil en Corse. On avait eu des problèmes à Bastia il y a fort longtemps. Rappelez-vous, Bastia qui avait perdu sur tapis vert après une agression d'Anthony Lopez, avec notamment un des responsables sécurité du stade qui s'était même permis d'aller lui mettre une tarte dans la gueule. Rappelez-vous avec Memphis, rappelez-vous les Parisiens aussi. Il y avait eu des problèmes avec une main qui avait tapé Lucas Moura il y a quelques temps. C'est toujours pareil, voilà, le folklore corse, mais bon voilà, on est d'accord, tout va bien. Voilà, le folklore c'est aussi le ferry, puisque vous le voyez derrière moi, on a eu un match interrompu pour que les Lyonnais puissent aller prendre le ferry, puisque visiblement c'était le dernier ferry, il était à 19h. Donc voilà, ça nous a bien fait rire, un gros plan sur un ferry, un bâton sur Lucas Moura. Non voilà, bon c'est anecdotique parce que c'est pas ça qui définit la rencontre, mais c'est quand même fatigant, je pense, d'avoir cette espèce de pression locale à chaque fois qu'un club va aller jouer à Ajaccio, et c'est peut-être pas pour rien qu'Ajaccio a un très bon bilan à domicile l'an dernier en Ligue 2, c'est peut-être aussi parce que le contexte aide. Voilà, passons sur ce sujet-là. Désolé pour les Corses qui vont être vexés, ne faites pas exploser mon appartement s'il vous plaît. On va passer du coup au débrief du match, puisque bon, on a critiqué la Corse, mais Ajaccio était largement meilleur ce soir. Vous allez voir les stats, je vais vous les mettre sous les yeux. Je vais avoir des problèmes. Les stats du match, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Alors pourquoi ça ne marche pas? Bon, j'ai pas la... Il y a un truc qui marche pas, mais c'est pas grave. Les stats de la rencontre, 49% à 51% de possession et 16 tirs à 8 pour Ajaccio, 16 tirs à 8. Donc vous voyez que c'est une victoire contre le cours du jeu, ce qui est quand même un peu terrible à dire quand même. Victoire contre le cours du jeu, et non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est assez laborieux quand même qu'un club comme l'Olympique Lyonnais, avec son budget, s'en tire d'Ajaccio avec moitié moins de tirs et 5 arrêts d'Anthony Lopez, alors que le gardien adverse, lui, n'a pas réussi à arrêter un seul match, mais bon, c'est un seul but, pardon. Comment on prend plus de jaunes qu'eux? Alors ça, c'est point d'interrogation. Encore plus de 10 tirs concédés, oui, c'est une constante dans l'analyse des rencontres de l'Olympique Lyonnais. Nouveau match où l'OL a été dominé. Alors certes, les tirs d'Ajaccio ne sont pas forcément très qualitatifs, mais il y en a 5 cadrés. Franchement, on se demande comment Ajaccio a pu réussir à ne pas gagner ce match, ou en tout cas à le perdre, puisqu'ils ont été largement supérieurs dans à peu près tous les compartiments du jeu. L'Olympique Lyonnais s'en est sorti par 2 éliminations, on aura le temps d'en parler plus tard, et par une qualité intrinsèque des joueurs supérieurs, mais au niveau du collectif et de l'engagement, il n'y avait pas photo. Ajaccio a été meilleur dans tous les compartiments du jeu, et aurait dû au moins arracher un match nul de cette rencontre, tant l'Olympique Lyonnais a été tristoun dans tous les plans.
Voilà, je vois des gens sur Twitter qui me disent: «Ah gna gna, tu jamais content, gna gna gna, la manière, gna gna». Oui non, je suis content, l'Olympique Lyonnais a gagné 2-0 et comme je vous le dis, c'est un pas de plus vers le maintien puisque avec ce contenu-là et avec cet effectif qui se fait, dépouiller, difficile d'espérer une place européenne qui serait de toute façon pas du tout méritée. Donc voilà, rendez-vous bien compte, on ironisait encore il y a quelques semaines sur le fait de jouer le maintien. L'OL ne jouera pas le maintien cette année probablement puisque cette victoire va lui faire beaucoup de bien, mais est plus dans le wagon de derrière que dans le wagon de devant. Donc c'est quand même positif. Effectivement, le résultat est positif. Peut-être qu'il va faire bien à l'état d'esprit de ce club. Merci Alexandre pour l'abonnement. Mais le contenu est digne d'un concurrent au maintien. Se faire autant tourner par Ajaccio qui sort d'une gigantesque pétée il y a 2 semaines et qui avait encaissé 10 buts sur les 3 derniers matchs, c'est la pire attaque de Ligue 1, c'est une des pires défenses de Ligue 1 et l'OL n'a pas été capable de faire jeu égal. On ne parle pas d'être meilleur, on parle juste de faire jeu égal. Ça, c'est particulièrement inquiétant. On va continuer ce débrief en parlant un petit peu de la compo de départ, un 4-3-3. 4-3-3 dans lequel on retrouvait encore 3 milieux de terrain, pas vraiment à vocation créative, après difficile de le reprocher à Laurent Blanc puisqu'il n'y en a pas d'autres. Mais surtout, on a retrouvé un Ryan Cherki sur l'aile, dans un rôle qu'on n'aime pas, et méga surprise, Ryan Cherki sur l'aile, ça n'a pas fonctionné. Cherki à droite, c'était pas facile, donc un choix de départ dans la compo qui était pas forcément positif, même si le choix des hommes était à la fois compliqué et plutôt évident. Une défense Diomandé-Lovren qui a été quand même pas mal dépassée dans l'absolu. Koumbedi, pas trop le choix puisque Malo Gusto était occupé ce week-end à faire un aller-retour à Londres. À gauche, Tagliafico, bon, ok. Ce milieu de terrain, Cacré, Le Penant, Tolisso, où on peut mettre un point d'interrogation, mais si c'est pas eux, c'est qui? Barcola, bon choix, Lacazette, normal, et Cherki à droite. Malheureusement, avec le départ de Tété, difficile de mettre Cherki ailleurs que sur cette aile droite. Donc voilà, je pense que là, sur ce coup-là, on peut reprocher à Laurent Blanc une compo qui ne fonctionne pas et un contenu mauvais, mais difficile de lui reprocher, sachant que le banc est quand même un peu famélique de ce côté-là. Je prends le screen en cours, mais Mendes, oui, bah ça on en parlera après du coaching. J'ai noté le Ferry Antonetti, on en parlera plus tard. Le Folklore Corse, c'est fait. J'ai parlé de Tolisso, mais je pense qu'on pourra en parler dans les notes plus globales. Corentin Tolisso, qui a été plutôt discret dans l'absolu, mais qui sort deux inspirations, qui sont les inspirations qui permettent à l'Olympique Lyonnais de remporter ce match. Donc voilà, quand même, on voit que quand Tolisso est sur le terrain, c'est pas forcément meilleur sur 90 minutes que, je sais pas, Thiago Mendes, même si en vrai c'est meilleur, mais au moins il y a cette capacité à créer des choses à partir de rien. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, c'était pas grand-chose, et que pour créer quelque chose, il fallait vraiment aller chercher très très loin. Donc voilà, le milieu de terrain de l'OL est pas flamboyant, mais quand il y a Corentin Tolisso, il y a un équilibre au moins à aller chercher. Je vais mettre un petit fond sonore, parce que j'ai oublié de le faire. Que dire de plus sur l'analyse de cette rencontre, si ce n'est qu'on voit toujours ce déficit d'état d'esprit, même si vous savez que je suis pas partisan de parler d'état d'esprit, mais on voit bien qu'on est sur des joueurs en dépression quand même. Donc certes, l'épuration du vestiaire a commencé, Karl Toko Ekambi a été officialisé du côté de Rennes, Romain Fèvre devrait s'en aller, mais c'est pas encore sûr. Du côté de Jeffrey Nedelin, on nous a annoncé une offre d'Angers, visiblement ce serait du bullshit, mais ça c'est pas encore suffisant dans cette épuration-là. Peut-être que cette victoire servira de déclic pour mettre un peu l'état d'esprit dans le bon sens. Il y a également un déficit physique. Laurent Blanc a passé toute la première saison à nous expliquer que cette équipe-là, elle était à la rue physiquement et qu'il fallait la repréparer physiquement. On voit bien qu'il y a un problème physique. D'ailleurs, il y a 2 pertes sur blessure. Lovren et Barcola sortent sur blessure. Fef, c'est fait, parfait. Merci, j'ai zappé. Quand même un déficit physique évident. Alors on joue contre Ajaccio, qui est une équipe physique, qui est une équipe qui a qui joue comme ça, qui joue très physique, qui joue un peu sale même si, je veux dire, moi j'ai pas de problème contre ça. Je veux dire, on joue avec ses armes. Ajaccio est une équipe qui met de l'intensité physique, aucun problème avec ça. Mais on voit que quand on propose à cet Olympique Lyonnais un duel physique, un duel, aux muscles, ça fonctionne pas, quoi. Ça ne fonctionne pas. Donc Cacré notamment, Le Penant ont ce déficit physique. Même Cherki, qui m'a semblé un peu emprunté physiquement à certains égards, ne sont pas en mesure de lutter avec ce niveau physique-là. Quand on voit la différence avec des matchs comme, comme ceux de Lille, comme ceux de Nice, qui sont pas forcément des excellentes équipes d'ailleurs, mais on voit que dans l'impact physique et dans la dimension athlétique, l'Olympique Lyonnais est en retard et ce n'est pas la préparation un petit peu rattrapage de Laurent Blanc sur la période de la Coupe du Monde qui a changé grand-chose. Est-ce qu'il sera capable cet été de faire un petit peu mieux que ça? Point d'interrogation. En attendant, c'est un vrai sujet. Après, on sait, Juni au milieu, ouais.
On en parlera après de Juninho, on fera une deuxième partie rapide sur l'interview de Jean-Michel Aulas dans Le Monde. Je pense que je ferai une vidéo à part, comme j'ai fait sur le Mercato, pour en parler, parce que pour moi, cette interview, elle est très grave. Très très grave dans le futur proche de l'OL, et je pense que mon avis il est très clair là-dessus, c'est que tant que Jean-Michel Aulas sera aux commandes de ce club, tant que sa gouvernance ressemblera à celle de Louis XVI avec ses courtisans, l'Olympique Lyonnais ne fera que sombrer dans la déchéance perpétuellement. John Textor, au secours. On en parlera plus tard. 26 physiques en 2 minutes, j'ai oublié. Écoutez, tu penses que Blanc va rester? Bien sûr que Blanc va rester. Blanc ne partira pas tant qu'Aulas est là, je pense. Je voulais parler du coaching parce que c'était un sujet important. Le coaching où Laurent Blanc, alors un peu forcé par les choses, s'est retrouvé dans une position où il a fait rentrer Oussem Aouar, Thiago Mendes et Moussa Dembélé, si je dis pas... Non, Jérôme Boateng, pardon. Bon, c'est un peu la nuit des morts vivants. Jérôme Boateng, moi je vous avoue que j'avais un peu oublié qu'il était encore footballeur professionnel. Alors visiblement si. Oussem Aouar, on sait qu'il n'est plus du tout impliqué dans le projet. Et Thiago Mendes, voilà. Il y avait pas mal de jeunes sur le terrain aujourd'hui. C'est quand même dommage à 2-0 de ne pas avoir donné au moins une petite minute à Mohamed El Arouche. C'est un peu dommage. Voilà. Bon, vous voyez bien les ficelles qui sont assez grossières. Mohamed El Arouche qui était ostracisé de cet effectif pro. Il a suffi d'un coup de pression dans les médias et de quelques supporters qui râlent pour qu'on le mette directement dans le groupe pro. C'est vraiment une gouvernance à réaction du côté de l'OL où quand ça panique et hop là, s'il te plaît Laurent, mets Momo dans le groupe, etc. etc. Donc voilà, bon, on va prendre notre temps pour Mohamed El Arouche, mais c'est dommage dans la situation où c'était, ça aurait pu difficilement être pire de manière générale. Voilà, pour l'analyse de ce match, pas grand chose à raconter. À part ça, si ce n'est quand même une satisfaction à mon sens, il n'y en a pas beaucoup. Une satisfaction, Bradley Barcola, rappelez-vous la semaine dernière, j'avais été un petit peu... enthousiaste sur le fait que Bradley Barcola mangeait Toko Ekambi dans tous les compartiments du jeu, comme je l'ai dit, alors en étant un petit peu excessif, on est d'accord. Bradley Barcola, on sent quand même qu'à défaut d'être le joueur avec le plus gros potentiel de l'histoire du football français, c'est un joueur qui a des qualités qui sont intéressantes collectivement, une capacité à faire des appels qui sont des vrais appels, une capacité de percussion intéressante, et surtout il lève la tête et joue avec ses copains. Et aujourd'hui, ça fait mouche, comme ça a déjà fait mouche sur les dernières sorties de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, je pense que Bradley Barcola fait partie des éléments qui peuvent porter cet Olympique Lyonnais sur la deuxième partie de saison, même si c'est absolument pas son rôle. Bradley Barcola devrait être dans un rôle de rotation. Bradley Barcola devrait être un élément mineur de cet Olympique Lyonnais. Force est de constater que sur le mois dernier, c'est un élément majeur de ce club qui survit, tout du moins. Donc voilà, quand même un motif de satisfaction là-dessus. Lacazette au rendez-vous. Au niveau comptable, alors j'ai vu un tweet, je crois que c'était Ardennès qui disait le nombre de tapines qu'a mis Lacazette cette saison. Ouais, mais il faut les mettre les gars, il faut les mettre. Je vous rappelle que quand c'est Dembélé, ça part en tribune. Donc oui, effectivement, Alexandre Lacazette a plus pesé par sa capacité à finir des buts tout faits sur les dernières semaines plutôt que par sa capacité à créer, mais c'est pas Memphis non plus. Et moi, je ne demande à Lacazette que cette capacité-là à finir des buts faciles que ses concurrents ou ses partenaires ne savent pas faire eux-mêmes. Le Penant aussi. Le Penant, ça a été un petit peu plus laborieux physiquement. Maintenant, c'est bien, une belle qualité de finition. Je trouve que dans ce rôle de 6, il monte beaucoup quand même, peut-être un peu trop. Et il va falloir... Après, le Penant, c'est pareil. On en a déjà parlé. Moi, je blâme pas le Penant. Le Penant, il est arrivé de Caen. Il avait vocation à être une option 4 ou 5 au milieu de terrain. Il a été propulsé titulaire par Peter Bosz en l'absence de réel milieu de terrain correct. Les titularisations de Le Penant sont dans l'absolu des anomalies par rapport à son statut, à son expérience et à là où il est dans sa carrière. C'est très bien que Le Penant soit au niveau... pour faire le taf à Lyon, mais on sent qu'il manque encore un petit peu de calcium, mais c'est normal, ça va venir. Moi, je pense que Le Penant a un très gros potentiel, mais là, on voit que souvent, dans les duels physiques, et puis même dans l'utilisation du ballon, c'est encore un petit peu laborieux, mais il n'y a personne derrière lui, il n'y a personne de meilleur que lui. Donc voilà, faut retenir le clean sheet, plus le but de Le Penant, plus Lovren. Ouais, on va retenir ça, de toute façon, l'histoire ne retiendra que le résultat, l'histoire retiendra le 2-0, ne retiendra pas la qualité technique absolument abyssale sur les 10 premières minutes de jeu. Je crois qu'on
qu'on est à 59% de passes réussies. Et même là, on est à 76, je crois, 77. C'est quand même très, 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 très faible pour une équipe qui se veut être une équipe joueuse et une équipe qui est censée avoir la possession. On retiendra que les 2-0, on retiendra que les 3 points, et c'est bien, on enchaîne. Donc là-dessus, c'est vrai, il ne faut pas faire la fine bouche, c'est une équipe en reconstruction. Mais quand même, dans le contenu, c'est pas une victoire arrachée, c'est une victoire volée à Ajaccio. 8 tirs à 16 et s'en sortir à 2-0, c'est un miracle, et je suis pas sûr que si on rejoue le match 10 fois, l'Olympique Lyonnais le gagne 2 ou 3 fois. Donc c'est vrai, les échauffourées entre les deux staffs, oui, il y a eu une bagarre, oui. Il y a eu une bagarre. Mais bon, c'est la Corse, comme on a dit en début, la Corse, c'est la bagarre, visiblement c'est toujours comme ça. Donc bon, pourquoi on a toujours l'impression avec cette OL que cette équipe joue avec un manque de vitamine C? Je suis pas capable de citer le dernier match, on a roulé physiquement sur l'adversaire. C'est un problème de fond, le problème physique est un problème de fond. Probablement que c'est encore imputable à la prépa de Peter Bosz cet été, et je pense que Peter Bosz n'était pas prêt au défi physique de la Ligue 1, parce que quand vous regardez les Pays-Bas, les Redivisés, physiquement on est quand même très très largement en dessous de la Ligue 1 en termes d'impact. Alors techniquement on est au-dessus, bien sûr, mais il y a un déficit physique, ça c'est sûr. Un déficit dans l'impact, un déficit dans l'état d'esprit aussi physique. Les joueurs se battent pas vraiment, le pressing est désordonné, et il y a ce côté un peu laborieux dans l'impact. Il n'y a pas un joueur dans cette équipe qui est vraiment puissant physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? On nous a annoncé, là, il y a des rumeurs qui nous disent que l'OL devrait recruter alors je cite, un 6 physique qui jouerait à l'étranger. Alors, autant vous dire que ça peut recouper plein de réalités. Il y a des rumeurs de loin de Bakayoko. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de faire la fine bouche concernant Bakayoko? Je crois pas. Mais effectivement, je pense que l'OL a besoin d'un vrai bourrin au milieu. C'est terrible à dire, mais aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais joue pas au football. À défaut de jouer au football, autant jouer aux muscles. Et aujourd'hui, l'OL n'a pas de muscles. Lucas Touzard, 100%. Non, arrêtez, ça suffit. Cas à part, mais est-ce que je suis seul? Oui, je l'ai noté, Antonietti, on va en parler après. Mais c'est anecdotique, on fait pas un débrief pour parler des commentaires, dans l'absolu. Mais ton info mercato de la dernière fois, c'est pas lui le 6. Si, c'est tort. Mon info mercato, je vous l'ai donné sur Twitter. C'est une micro-info mercato. L'info mercato, c'était que l'Olympique Lyonnais avait pris contact pour Aliou Dieng, qui est un milieu qui joue à Al Ahly, qui est un 6 très physique de 25 ans, originaire du Mali, qui est un bon joueur. Alors, est-ce que c'est un joueur qui a le niveau pour jouer dans un championnat européen? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon joueur qui a des qualités physiques évidentes, alors qui a des qualités techniques un peu moins évidentes, et qui aurait coûté aux environs de 4 à 5 millions d'euros, donc c'était un recrutement peut-être un peu moins risqué. Et je suis pas sûr que cette piste-là ait été très compatible avec comment dire, la direction que prend l'Olympique Lyonnais concernant les transferts. Voilà, on préfère jouer avec des cabinets d'agents qu'on connaît bien plutôt qu'avec des agents qu'on connaît pas forcément bien, quoi. Voilà, Isco, c'est la pire idée du monde. Non mais arrêtez, Isco, mais... Isco. Après, la dernière fois que j'ai fait ça, finalement, on a recruté Laurent Blanc. Donc voilà, voilà pour le débrief. Oui, on va parler d'Antonetti. On va parler d'Antonetti quand même parce que on va parler du traitement de Canal+, de manière générale. J'ai dit la dernière fois que ça me dérangeait pas quand il y avait un commentateur qui était pas objectif. Mais là, on n'est pas sur de la subjectivité. On est quand même sur de la mauvaise foi caractérisée. À un moment donné, il y a Anthony Lopez qui sort sur un corner et qui effleure du cul un attaquant d'Ajaccio. Et notre ami Antonetti explique que la sortie est limite. Bon, alors mon petit pote, si cette sortie-là d'Anthony Lopez elle est limite, c'est que tu les as pas vues toutes les autres, parce que voilà. Non, ouais, Antonetti sur un match d'Ajaccio, je suis pas certain que ce soit le truc le plus cohérent du monde, et ça a été particulièrement difficile à écouter. On était vraiment sur c'était complètement partisan, les commentaires. C'est un peu dommage, ça gâche l'expérience de match d'avoir des commentateurs aussi nuls. Enfin voilà, je peux vous le dire, ils étaient nuls. Frédéric Antonetti en consultant, il est nul, et c'est quand même un peu dommage. Antonetti et Bastiet, oui, il est corse quand même, voilà. Donc bon. Bref, Antonetti Highlight sur YouTube, oui, le best-of. Moi j'adore Frédéric Antonetti, je vous le dis. C'est un personnage que j'adore, c'est un personnage important de la Ligue 1, et le best-of de Frédéric Antonetti sur YouTube fait partie des choses qui, quand j'ai le moral à plat, me remettent d'aplomb parce que c'est à mourir de rire. Maintenant, en consultant, je suis pas convaincu. Pas consultant, pas très convaincu. Voilà, pas grand-chose en vrai de plus à dire sur ce débrief. La conclusion, c'est bon, 2-0, c'est cool. Pour les 90 minutes de plaisir à regarder un match de foot, on repassera, puisque c'était quand même particulièrement laborieux. J'ai pas compté le nombre de fois où j'ai fait... Oh, et je pense que vous pouvez vous identifier à ça.
Voilà, il y a notamment eu... la première, c'était une passe de Le Penant en touche, où je me suis dit, putain, c'est pas possible. Et toute la première demi-heure, c'était comme ça. Après, ça a été un peu moins nul, avant de redevenir nul sur la fin de match. Mais globalement, merci Tegs pour les 5 abonnements offerts. Pantaloni, grand calme. Oui, Frédéric Antonetti nous a quand même expliqué qu'Olivier Pantaloni était un grand calme. Olivier Pantaloni, grand calme, qui du coup à la fin du match est parti goumer Rémi Vercoutre. Merci What the fuck pour le prime, merci beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on peut passer assez rapidement sur l'analyse du match, sur ce qu'on a dit. Il n'y a pas grand chose à en tirer de manière générale. Il y a tellement eu peu de choses qu'il n'y a pas grand-chose à débriefer. Dans l'absolu, ce sera un débrief un petit peu plus court qu'à l'accoutumée, je pense. On parlera après de Aulas en fin de débrief. Et je pense que je ferai une vidéo un peu plus cadrée comme la dernière fois sur le cas Aulas où on pourra un peu décrypter tout ça. Encore un très bon week-end pour les Lyonnais et Stéphanois. Oui, les Stéphanois qui font une course contre nous à distance sur le club qui sera le plus ridicule. Stéphanois qui menaient 2-1 contre Sochaux et qui ont réussi à perdre 3-2 avec 2 buts dans les arrêts de jeu. Bravo à eux. Ils vont tout droit en national et je vous avoue que ça me fait un peu de peine. Voilà, je vais pas faire l'acteur studio, la racaille stéphanoise, comment ils disent, je sais plus comment les... Enfin, bref, les Stéphanois, moi ça me fait chier que ce club parte tout droit vers les abysses et qui risque de disparaître, puisque si Saint-Etienne descend en national, ils vont avoir toutes les peines du monde à ne pas être dissous et à repartir plus loin. Moi ça me fait de la peine. Voilà, la vermine, effectivement. C'est comme ça qu'ils sont surnommés par les supporters qui en font peut-être un petit peu trop. Moi, Saint-Etienne qui fait 17ème de Ligue 1, ça me va. Saint-Etienne qui descend dans les abysses et qui disparaît, ça me rend un petit peu triste. Donc voilà, j'aimerais bien que Saint-Etienne réussisse à se maintenir en Ligue 2 et que le club continue à exister, parce que je pense que l'existence de Saint-Etienne est importante pour l'Olympique Lyonnais et vice-versa. Ça fait partie de notre foot, ça fait partie des choses qu'on aime voir, et autant je leur souhaite très peu de réussite footballistique, autant à titre personnel je leur souhaite quand même de s'en sortir pas trop mal pour ne pas disparaître. Voilà pour le passage derby. Bref, passons aux notes, puisqu'on a tout dit concernant mais c'est pour ça, mais pardon. Concernant le match. Alors, les notes, non, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Hop, c'est pas ça. Pourquoi j'ai mis ça, putain? Alors, pourquoi... Attendez, il y a rien qui va, là. Je vais fermer ça. Je comprends pas pourquoi ça marche pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais attendez. J'ai une fenêtre Chrome qui s'affiche. C'est très bizarre. Bon, normalement, ça devrait fonctionner si je fais ça. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, on va dessiner le terrain comme d'habitude. Alors, donnez-moi 2 secondes. Hop, un peu plus laborieux. Oui, c'est la faute de Juninho. C'est toujours la faute de Juninho, comme d'habitude. Alors, le terrain. Hop, nous allons dessiner le terrain. On a récupéré la bonne souris. Bon, on est un terrain en trapèze, mais c'est pas grave. Hop. Tac. Il est particulièrement dégueulasse ce soir, le terrain. Hop. Alors, nous avions sur la pelouse ce soir Anthony Lopes. Nous avions Diomandé et Lovren. Nous avions Tagliafico. Hop, à droite, Saël Koumbedi. Au milieu, nous avions Le Penant, Tolisso et Cacré. À gauche, Barcola, Lacazette, Cherki. Et nous avions ici le Ferry. Voilà. Alors, dans l'ordre, Anthony Lopes. C'est quand même un bon match d'Anthony Lopes aujourd'hui. Clean sheet, et clean sheet qu'on lui doit beaucoup à lui. 5 sauvetages pour Anthony Lopes. Un très 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 bon match d'Anthony Lopes. Voilà, pas grand chose à rajouter là-dessus.
On est sur une belle perf d'Anthony Lopez. Heureusement qu'il était là, même s'il y a eu quand même une giga confusion en deuxième période. C'est difficile aujourd'hui de ne pas lui mettre une très bonne note. Je pense que Lopez aujourd'hui mérite bien son 7,5. Hein. Si l'Olympique Lyonnais n'encuse pas de but aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc on va lui mettre 7,5 à Lopez, c'est mérité. En fait, c'est un match qui vaut 7. On va lui mettre un plus 0,5 parce qu'un bon coup de bagarre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Anto Lacastagne. Et moi, j'aime bien Anto Lacastagne. Donc voilà, bonus bagarre pour Anthony Lopez qui nous emmène jusqu'à 7,5. Non, des bons sauvetages. C'est lui le leader de cette équipe en termes de mental. C'est juste dommage qu'il n'y en ait pas d'autres pour faire le relais devant. On l'a vu rageur, on l'a vu présent. Je pense que c'est important d'avoir un mec qui sait faire la bagarre, tout simplement. Donc voilà, je vois la moitié du terrain. Mais comment ça? Non, c'est bon, ça fonctionne. Tagliafico, une passe D pour Tagliafico. J'avais eu peur lors du dernier match de voir un peu Tagliafico sombrer physiquement après sa Coupe du Monde. Finalement, c'était un bon match de Tagliafico. Il est quand même meilleur avec Bradley dans son couloir. Comme par hasard, c'est comme d'hab. Merci, je t'assure pour ton prime. Bradley Barcola, c'est quand même un petit peu mieux pour jouer au football, visiblement, que Toko Ekambi. Et bizarrement, à chaque fois que c'est Bradley Barcola qui joue, Nicolas Tagliafico semble un petit peu plus à l'aise dans son couloir. Tagliafico, ce soir, c'est une passe D. C'est une performance plutôt honnête, même s'il n'a pas été à la fête comme tous les autres défensivement. Un petit 6, ça vaut pas... Ça me semble pas déconnant. Lovren, on le savait, mais c'est lui le vrai patron de la défense. Pour l'instant, on est sur une arrivée intéressante de Lovren. Ça amène un petit peu de sérénité, même s'il n'y en a pas eu beaucoup défensivement ce soir. 7, c'est peut-être beaucoup. C'est peut-être un petit peu beaucoup à mon sens, 7. C'est un match solide, mais on est sur un match un peu laborieux dans la gestion. Après, c'est pas la défense qui est à blâmer. Je pense qu'on va mettre 6,5 pour Lovren. Ça me semble plutôt correct. C'est un bon match, il est rassurant, et c'est lui qui porte cette défense. Je pense qu'aussi la clean sheet, elle est pour lui, parce qu'on sent peut-être un tout petit peu plus de sérénité en défense depuis qu'il est là. Diomandé. Alors Diomandé, c'est bizarre. Je vous avoue que j'ai quasiment aucun souvenir de son match. Je l'ai trouvé un peu moyennasse, mais pas catastrophique, juste toujours cette impression avec Diomandé qu'il est un peu paumé par certains moments. Je sais pas, ça reste une clean sheet, ça reste un match où il n'y a pas eu d'erreur notable en défense, juste une instabilité assez terrible, mais c'est un match somme toute plutôt invisible moyen de Diomandé. Il va falloir qu'il progresse un petit peu. Moi je crois toujours beaucoup en Diomandé, mais j'ai l'impression qu'il stagne un petit peu. Donc je pense qu'il va falloir qu'il mette les bouchées doubles pour être un petit peu plus serein et surtout physiquement. Je pense qu'il souffre aussi physiquement. Diomandé, c'était un de ses points forts lors des dernières années. Et là, trouve un petit peu moyennasse. J'ai retenu aucune image de Diomandé. Ouais, j'ai pas retenu grand chose. On va mettre 4,5 parce que c'est un match assez invisible. Mais en vrai, non, on va mettre 5 parce qu'il n'y a pas eu de but encaissé. Donc je pense que un clean sheet, c'est pas non plus. Ça mérite qu'on mette la moyenne quand même. Koumbedi, match un peu discret de Koumbedi. Alors pour le coup, Koumbedi, j'ai un problème avec le placement. Je trouve que défensivement, il se place pas très très bien. Offensivement, on sent qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant quand il fait ses percées, un petit côté gusto dans ses percées. Il y a toujours cette marge de progression, mais encore une fois, c'est Koumbedi. Koumbedi, on peut pas lui en vouloir. Koumbedi, il a 17 ans, il découvre la Ligue 1, il a rien. Enfin, très honnêtement, et c'est pas pour lui manquer de respect à Koumbedi, mais il a rien à faire titulaire dans un club de Ligue 1 comme l'OL en tout cas. Je pense que Koumbedi, dans un monde normal, il est prêté en Ligue 2 pour se faire les dents, sauf qu'on n'est pas dans un monde normal, on est dans un monde où l'OL vend tous ses joueurs. Koumbedi, c'est un malentendu qu'il soit titulaire à droite. Et pour quelqu'un qui est là titulaire sur un malentendu, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas trop mal. Il a eu du mal contre Belaïli, c'est normal, il a un gros client en face de lui. Mais voilà, ça reste une clean sheet, donc même si ça a été un petit peu chaotique, il s'en sort. Donc voilà, je trouve que Koumbedi, j'ai envie de lui mettre les encouragements du conseil de classe. Je pense qu'on va lui mettre 5 parce que c'est pas un bon match, mais c'est pas un mauvais match. Et pour quelqu'un qui ne devrait pas être là dans l'absolu, c'est plutôt pas mal. Ça roule encore en Citroën Ami. Le Penant, un but, premier tir cadré de la saison pour Le Penant. Comme quoi, il suffit de tirer, les gars. Le Penant, mi-figue, mi-raisin. On va lui mettre, effectivement, je vous vois dire, on va lui mettre 6 parce qu'il marque. Sinon, c'est un petit match dans l'absolu. Il a toujours des lacunes dans l'impact physique, des lacunes dans l'utilisation du ballon. C'est pas forcément un super match de Le Penant, mais bon, il score, on lui demande rien de plus que ça. Je trouve qu'il est... Après, mettre 6,5 parce que c'est pareil.
Le Penant, c'est des encouragements du conseil de classe. Il faut quand même pas oublier que ce milieu de terrain, pendant 30 minutes, les 30 premières minutes, c'était en dessous de tout, quoi. En vrai, 6,5, c'est trop. On va lui mettre 6, ça suffit. Je pense effectivement, comme tu me dis, Dany, là, dans le chat, je pense qu'il a un petit manque de confiance, comme toute cette équipe, et que quand il va se remettre la tête à l'endroit, le Penant, ça va redevenir très fort, comme ça l'était en début de saison. Maintenant, le milieu de terrain, ça a été, mais, vache, c'était catastrophique, quoi, hein. Catastrophique. La première mi-temps de ce milieu de terrain, c'est un tout petit peu mieux en seconde. Mais le niveau de déchets techniques, les passes ratées, c'était 6, c'est gentil pour le Penant, parce qu'il y a le but. Maintenant, il y a eu quelques fulgurances, notamment à l'actif de Tolisso, mais alors tout le reste, la vache, les gars, c'est l'Olympique Lyonnais poubelle à tort, quoi. C'est... La vache, Cacré, le match de Cacré, il est dur, hein. Vincent Marchetti, on l'a fait passer pour Iniesta. Oui, c'est vrai. Vincent Marchetti a fait un putain de match. C'est un bon joueur, hein, Vincent Marchetti. Mais il nous a mangé au milieu de terrain. C'est pas normal, quoi. Non, Cacré, c'est pas 4,5. Cacré, c'est un mauvais match de Cacré. Il a été très, très, très en retard sur à peu près tout. C'est pas un bon match du tout de Cacré. Je vous trouve très généreux avec le 4, hein. Pour moi, Cacré, si ça c'est 4, un match de Cacré comme ça, c'est quand même un très très mauvais match pardon, de Maxence Cacré. Pour moi, c'est un match qui vaut 3,5, ça. J'en attends beaucoup plus de Maxence Cacré. Il est tellement capable de mieux que ça, que si vous vous dites c'est juste un match moyen de Cacré, ouais. Donc voilà, je suis d'accord avec Noxty qui dit si Mendes fait ça, il a 2. C'est vrai. Je pense que si Thiago Mendes fait le match de Cacré, vous lui mettez 2. Donc on va rester un peu objectif parce que Mendes, il y a le délit de sale gueule, mais Cacré, pour moi, c'est 3,5, c'est pas plus que ça, hein. Maintenant, il est sur le but. C'est vrai, il est sur le but, j'avais oublié ça. C'est vrai qu'il fait ce relais avec Barcola qui amène le premier but. Donc ça sauve son match dans l'absolu, mais c'est faiblard, quoi. Tolisso, c'est difficile de noter le match de Tolisso, parce que Tolisso a fait un match, somme toute, plutôt moyen, mais il y a 2 éléments à en tirer de Tolisso, qui sont très 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 importants selon moi. C'est que, déjà, quand il est là, on sent quand même qu'il y a une certaine forme de sérénité, alors peut-être pas technique, hein, mais Tolisso, il y a 2 moments dans le match où on le voit, et ça fait 2 buts. Donc, je pense que c'est quand même important à prendre en compte d'avoir un mec qui, dans ce marasme, est capable de créer à partir de rien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, il y a ce côté... je pense que Tolisso, il a peur de se blesser. Ça transparaît un petit peu dans sa capacité à aller au duel, au contact. J'ai l'impression qu'il est terrorisé à l'idée de se refaire un genou ou quelque chose comme ça. Et malheureusement, ça joue sur sa capacité à peser au milieu de terrain. Maintenant, c'est pas suffisant, hein, pour Tolisso, c'est pas un match suffisant. On va lui mettre 5 parce qu'il y a ces 2 ouvertures-là qui donnent le but, mais je pense pas que ce soit un match dans l'absolu qui vaut 5. Voilà, mais je pense qu'on a besoin, hein, dans ce milieu d'avoir Tolisso. Il manque quand même dans ce milieu un vrai créateur. Enfin, vous voyez, je pense que le salut de l'OL viendra par le fait de prendre Ryan Cherki et de l'emmener ici. Je pense que c'est ça la solution. C'est pas forcément un 4-2-3-1, mais c'est d'avoir Le Penant ou Cacré qui sont dans ce rôle-là de 6, ici, et de ce poste-là, d'y mettre Cherki dans un rôle de relayeur plus, un rôle un peu à la Juninho dans les grandes années lyonnaises, qui était dans ce rôle de 8-10, mais on va en parler plus tard. Un 4-2-2-2, non, un 4-3-3, mais un 4-3-3 avec un espèce de diamant, vous voyez, avec un mec ici, un mec là, et un mec un petit peu plus avancé qui prend la profondeur dessus. Je pense que c'est ça le bon rôle pour Ryan Cherki. Parce qu'on va parler de Cherki maintenant. Et Ryan Cherki, ce soir, c'est un tout petit match. Il est tout petit, ce match. Tout petit match de Ryan Cherki, qui, sur l'aile, n'y arrive pas. On le sait que sur l'aile, il est extrêmement agaçant, extrêmement frustrant. Et ça n'a pas raté. Ce soir, il est pas bon, Cherki. Il n'est pas bon du tout, il y a très très peu de fulgurance, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de ce côté à vouloir s'enfermer dans le duel alors qu'il y a peut-être des meilleures options autour. On sait, c'est terrible en fait, mais Cherki, dans cette zone-là, là, c'est un super joueur. Et Cherki, dans cette zone-là, c'est un mauvais joueur de football.
Et c'est terrible, c'est vraiment terrible, parce que vous voyez qu'il y a quelques moments dans le match où il vient se replacer ici, et il a le ballon là, ici, avec du coup un peu de vision du jeu à droite, à gauche, et là ça devient un joueur intéressant. Mais on sait, et c'est la conclusion terrible de Cherki, qui est qu'il ne peut pas jouer sur une aile. Il devient débile quand il est sur une aile. Donc, je pense que... Je vais pas dire que c'est pas de sa faute, parce qu'à un moment donné, il doit lui aussi savoir jouer à l'endroit quand il n'est pas à son poste. Il doit être capable, normalement, de jouer sur une aile et pas être débile, donc c'est de sa faute. Et il doit aussi avoir la capacité athlétique de provoquer sur l'aile et de dépasser ses joueurs de vitesse. Le problème, c'est qu'il est dans une espèce de caricature de lui-même, de 10 un petit peu... comment dire, Riquelme et Coplus, qui est pas trop capable de démarrer, pas trop capable de déborder par sa vitesse, puisqu'il en a quand même pas très peu, il a de l'explosivité, mais il est pas très rapide, qui le condamne, quand il est sur l'aile, à demander le ballon dans les pieds et percuter. Et comme il se passe pas grand chose autour, et comme en plus il a pas tendance à lever beaucoup la tête quand il est en 1 contre 1, ça cache son match. Donc 20 ballons perdus sur 59, c'est terrible. Et encore une fois, là-dessus, je vois vos 3, je vois vos 4, et je pense que si c'est Toko qui fait le match de Cherki, vous demandez 2. Donc moi je suis désolé, mais Cherki ce soir c'est un match dégueulasse. Voilà, et Dieu sait que je l'encense et que je l'adore Cherki et que j'ai envie de lui mettre 8 quand il mérite 8, mais ce soir c'est pas 3,5, non, c'est 2,5, 3. C'est Anthony en fait. Bah, quand il est sur une aile, c'est un peu Anthony. Maintenant, oui, il lance le premier but. On va mettre 3, parce que voilà, et je pense que c'est un peu généreux. C'est un peu généreux pour Cherki, parce que ce soir, il est capable de beaucoup mieux. Hein. Et ça doit être le leader technique de cette équipe. Et aujourd'hui, il n'a pas le niveau. Malheureusement, le problème pour Cherki, c'est que cette aile droite, il n'y a personne. Il y avait Tété, et c'est tout. Il n'y a personne qui est capable de jouer sur l'aile dans cet Olympique Lyonnais. Donc je ne sais pas trop comment on va s'en sortir, puisque Cherki me semble un petit peu condamné, sauf recrue, à occuper cette aile droite sur le reste de la saison, et on risque de pleurer hein, si ça continue. Mais bref, mettre plus à Cacré qu'à Cherki. Mais bah oui les gars, oui, voilà. Maintenant il doit mûrir, c'est ce que tu dis, il doit mûrir, il doit être capable, quand on le fait jouer sur une aile, de faire moins de merde, tout simplement. Voilà, comme dit le grand Walid, quand il fait beau, quand il pleut, il pleut. Il y a Jeffinho qui arrive, on sait pas, hein. Tant qu'ils sont pas là, ils sont pas là. Je vous rappelle que Azmoun devait arriver, je vous rappelle que Joao Gomez devait arriver, donc moi, tant qu'un joueur, il a pas signé son contrat à Lyon, pour moi, il est pas là, hein. Donc voilà, Barcola, c'est la satisfaction de ce match. Barcola, brillant, c'est pas non plus le plus grand match de l'histoire du football, mais Barcola, il fait ce qu'on demande, il prend les espaces, il percute, il combine avec ses copains, et il est décisif. Donc voilà, Bradley Barcola, super. On demande que ça. On demande que avoir un joueur qui lève la tête et qui est agile avec ses pieds. Il n'est pas parfait, parce qu'il aurait pu marquer, il part tout seul au but, et il y a cette frappe qui est un peu écrasée et qui part directement en sortie de but. C'est un bon match de Barcola. Et il défend. Non, 8, calmez-vous les gars, 8, arrêtez. Non, Barcola, c'est 6,5, 7. C'est 6,5, 7. Puis il est un peu tombé, effectivement. Il est un peu tombé en température. Pour moi, c'est 6,5 Barcola ce soir. C'est pas non plus la folie. La Casette. Combien on met à la Casette? Parce qu'il y a ce but qui est un petit peu un tapis. Après, encore une fois, il faut savoir les mettre, il faut savoir être placé pour les mettre. Je pense que c'est une vraie qualité d'attaquant, qu'être au bon endroit au bon moment. Et encore une fois, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Pour le reste, il a été un petit peu discret dans ce match. Il n'a pas été forcément aidé par la pauvreté des ballons qu'il a reçus, hein, Alexandre Lacazette. Mais il y a un but quand même. On va mettre 5,5. Voilà, et le ferry, visiblement départ à l'heure, un bon appel pour que les supporters lyonnais ne s'en aillent pas, trop tard. Je pense qu'on peut mettre 6 au ferry. Voilà. Merci au ferry pour le travail. Vous voulez mettre 10 au ferry? Allez, on va mettre 10 au ferry. Voilà, hop, 10 au ferry. Non, concrètement, je vous avoue que je regarde les notes et je les trouve un petit peu... je suis un peu mal à l'aise par rapport à ces notes-là, parce que j'ai l'impression que tous les joueurs auraient pu avoir 2 points de moins. Compte tenu de la performance globale, on est en termes de qualité technique, en termes de qualité de match, sur un des matchs les plus abyssaux de l'histoire récente de l'Olympique Lyonnais. Alors à chaque fois on dit ça, à chaque fois on creuse plus profond, et j'ai un peu de mal à me dire qu'il y a la moitié des joueurs qui ont des notes positives dans ce marasme absolu qu'a été ce match. Donc qu'a créé 1.5. En vrai, je sais pas s'il vaut 1.5, c'est juste que dans la globalité du collectif, c'est un match qui vaut 3, hein, c'est un match qui vaut 2. Mais on gagne, effectivement, Donc on va se satisfaire de ça. Mais c'était quand même d'une pauvreté absolument terrible, hein, ce match. Donc je pense qu'il faut quand même garder ça en tête, que c'est pas... On peut avoir 2 lectures de ce match.
Pour moi, on peut avoir deux lectures de ce match. On peut avoir la lecture de se dire ça a été laborieux mais on gagne, et donc c'est positif dans le sens où on est capable de gagner des matchs où on est nul et que ça peut amorcer un meilleur état d'esprit et que ça peut être le début d'une série si on progresse. Mais on peut aussi avoir la lecture de se dire waouh, qu'est-ce qu'on est nul et qu'est-ce qu'on régresse surtout, parce que pour moi ce match-là, il est bien plus dégueulasse que la défaite contre Clermont, par exemple, où l'OL a été mauvais, mais pas aussi mauvais que ça. Donc voilà, je pense qu'on va garder les 3 points, on va quand même dire youpi, super, on a gagné, mais on peut pas dignement se satisfaire de ce qu'on a vu. Je vous rappelle quand même que le football, c'est une passion et ça doit être un plaisir, et quand on passe 90 minutes à s'arracher les cheveux, bon, on peut pas dire que... Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, gna gna, t'es jamais content, t'es jamais content. » Les gars, si vous êtes contents, c'est que vos attentes sont quand même très 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 basses. Voilà, ça reste Ajaccio, quoi. C'est Ajaccio. Les matchs à Ajaccio sont toujours compliqués, on le sait, c'est très difficile d'aller jouer à Ajaccio et de gagner à Ajaccio. Il y a souvent eu des matchs où tu fais match nul alors que t'as dominé. Là, on est sur un match où Ajaccio nous a tourné, hein. On a fait passer Ajaccio pour le Barça de Corse quand même. Donc c'est ça qui est problématique à mon sens. Donc on verra, les prochaines échéances sont très, très rapides, hein. Je vais regarder le programme pour pas dire de bêtises. Nous allons jouer contre Brest, ce sera en milieu de semaine, ce sera le 1er. C'est mercredi, c'est ça, ou c'est mardi? C'est mercredi. On va jouer contre Brest mercredi à 21h, donc il y aura le débrief comme d'habitude à 23h. Les échéances sont rapides, hein. On va jouer Brest et 3. Donc, on rigole, mais Brest et 3, et là vous allez probablement hurler, Brest et 3, ce sont des concurrents pour le maintien, hein. Donc voilà, il faut pas perdre. Faut pas perdre. Si c'est 2 contre-performance sur les 2 prochains matchs, on va moins rigoler. Donc voilà, Brest qui vient de mettre 4-0, oui, voilà. Bref, après Brest, ils ont mis 4-0 à Angers. Angers qui est de très très loin, la pire équipe de Ligue 1. Angers, c'est 8 points sur 20 matchs. Ça y va tout droit. Angers est peut-être sur les bases de la pire saison en Ligue 1 de l'histoire récente du championnat. C'est 16 points, je crois. Ils sont sur ces bases-là. Donc attention, difficile de prendre en compte. Je vous rappelle que l'Olympique Lyonnais a tarté Angers 5-0. On connaît la suite. Tu penses quoi de la rentrée d'Aouar? Elle est anecdotique. On est vrai qu'on n'a pas parlé des rentrants, mais les rentrants sont totalement anecdotiques, hein. Enfin, j'ai pas souvenir d'un seul moment où je me suis dit « Ah oui, tiens, c'est Oussem Aouar ». Donc bon. 20 victoires pour Lyon, t'y crois? Sachant qu'on en est à 9, non, j'y crois pas vraiment. Non. Je pense que ça va être très compliqué, et on va voir sur la progression du contenu. Peut-être que les recrues vont apporter quelque chose, mais je vois difficilement l'OL sur les 18 matchs qui restent. Il reste 18 matchs, ça voudrait dire qu'ils en gagnent au moins la moitié de leurs matchs. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Aouar qui revenait en marchant au bout de 10 minutes. Un mot sur les blessures. On va voir. On va voir. Barcola, ce sera un vrai gros problème quand on voit la densité du secteur offensif. Lovren aussi, parce que si vous sortez Lovren du 11, vous vous retrouvez avec Lukeba, Diomandé et 2 morts vivants derrière. Donc voilà, c'est 16 points, ouais, 16 points, 3 en 2015. Donc voilà, on va terminer avec le Jurigno. On va terminer avec le Jurigno que je vais vous afficher incessamment sous peu, si ça veut bien se mettre en route. Voilà, je vais vous mettre le lien du Jurigno dans le chat. Hop. Voilà, vous connectez. Le but, vous le connaissez, c'est de noter les 5 joueurs qui ont le plus impacté la rencontre, de -5 à +5. Aujourd'hui, ça va être relativement facile. On va mettre Lopez, on va mettre Barcola, et on va mettre Le Penant dans les positifs. Et dans les négatifs, on va mettre Cherki et Cacré. Ça me semble plutôt logique. On va mettre -3 pour Cacré, -4 pour Cherki, +2 pour Le Penant, +4 pour Barcola et +5 pour Lopez. Voilà, vous notez comme vous voulez. Pas de Lovren. Non. Pourquoi Lukeba n'a pas joué? Je crois qu'il était suspendu, Lukeba. Voilà, on a fait le tour. Ça a été un peu rapide ce débrief, mais je vous avoue que j'ai passé 2 heures à souffrir devant l'OL. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Ce sera probablement plus long mardi quand on parlera de Mercato, et peut-être mercredi contre Brest s'il y a un petit peu plus de contenu. En soin, excusez-moi. Vous êtes dur avec Ryan. Non, on n'est pas dur avec Ryan. Non, on n'est pas dur avec Ryan, c'est pas vrai. On n'est pas dur avec Ryan. Ce soir, il est pas bon, il est même très mauvais. Et on a été beaucoup plus dur avec d'autres joueurs qui ont fait des prestations similaires. Et on est en droit d'attendre de Ryan Cherki qu'il soit meilleur que ça, c'est tout. Donc voilà. Tu as parlé d'interview d'Olas. Non, j'ai pas encore parlé d'interview d'Olas. On va en parler rapidement maintenant, mais je pense que je ferai une vidéo à part, peut-être demain soir, sur ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, un espèce de décryptage de son interview, pour ceux qui n'ont pas pu la lire, puisqu'elle est sur Le Monde en payant. Moi, je l'ai sous la main là. C'est quand même important d'en parler, parce que y a ce côté Néron,
slash Louis XIV, Louis XVI, ce que vous voulez, de roi avec sa cour de courtisans qui méprise le petit peuple, en gros. Je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus. J'ai l'article sous les yeux, je vais vous lire certaines de ces déclats. Partagez-vous le constat d'un déclassement sportif progressif de votre club depuis 10 ans? Votre dernier titre date de 2012. Et là, la réponse de Jean-Michel Aulas, c'est « Si on regarde la moyenne de classement des 20 dernières années en Ligue 1, l'OL est en tête. » Bon, vous étalonnez souvent vos résultats sur une période de 20 ans, mais depuis 2012, Lyon est passé progressivement de la lutte. Je ne partage pas votre analyse. Dans les années post-stade, la nouvelle enceinte de l'OL a été inaugurée en 2016, on a fait 67 points, 78 et 72, et on se bat pour le titre. Donc Jean-Michel Aulas a comme argumentaire que si on prend les 20 dernières années, l'OL est en tête. Ça nous arrange bien de prendre 20 et pas 15 ou 10, et nous explique qu'en 2017, en 2018 et en 2019, l'OL a joué le titre. Écoutez, la réalité de Jean-Michel Aulas, elle est belle, hein, mais elle n'existe pas. Hein, donc c'est quand même assez problématique d'avoir un président qui est dans le déni total par rapport à sa situation. J'ai d'autres passages que je voulais vous lire. On a le journaliste qui dit en 2020 vous êtes 7e, puis 4e, 8e et 9e. Cela ne s'érode-t-il pas? Il dit non, c'est surtout les 2 dernières années. Il nous rappelle la Ligue des Champions en 2020. Il nous parle de Covid. Il nous dit de la même manière qu'Arsenal peut être champion cette année après avoir suivi un modèle de construction de son stade, je pense que nous avons aussi de très belles saisons à venir. On a eu un passage à vide, mais la dynamique est en train de repartir. Je ne sais pas de quelle dynamique parle Jean-Michel Aulas. J'aimerais bien qu'il me la montre. Il y a derrière ce passage terrible que vous avez tous vu, qui nous dit « J'ai fait ma première erreur de stratégie de ressources humaines », sous-entendu qu'il n'y en a jamais eu 20 ans apparemment, hein, en donnant une délégation du pouvoir sportif extrêmement large à Juninho. Ça n'a pas fonctionné. Était-ce parce qu'il n'était pas compétent ou parce que je l'ai mis à un poste qui ne correspondait pas à ses compétences? Il considère 2 choses. Que 1, c'est sa seule erreur de ressources humaines, et de 2, qu'il a donné du pouvoir sportif à Juninho. Et je pense que ça, c'est un déni de réalité terrible. Et c'est un mensonge éhonté auquel plus personne ne croit. Cette espèce de mythe comme quoi Juninho aurait eu les pleins pouvoirs sur l'Olympique Lyonnais. Or, on sait très bien que Rudy Garcia... le choix de Rudy Garcia a été imputé à Juninho alors qu'on lui donnait le choix entre une poire à lavement et une tarte au caca, et que malheureusement pour lui, il a choisi la tarte au caca, et que la tarte au caca était peut-être pas mieux que la poire à lavement. On le sait aussi qu'il n'a pas pu changer le staff. Rappelez-vous que Juninho, quand il a voulu ramener Michael Scout, vous en aviez parlé, et son ami Thomas Lacondémine au club, on lui a dit non. Donc c'est pas vrai, Juninho n'a jamais eu un pouvoir sportif délirant. Il était bridé par Florian Maurice, il était bridé par Vincent Ponceau, puis par Bruno Chéroux derrière. Ce n'est pas vrai que Juninho a occupé la fonction de dirigeant du club. Il a eu une fonction de consultant, de directeur sportif et de mascotte probablement, qui a bien servi le club. Mais Juninho n'a jamais eu les pleins pouvoirs. Il a probablement eu le pouvoir sur certaines décisions qui n'ont pas été les bonnes, puisque Juninho a un certain nombre d'erreurs à son crédit, hein, on va pas se mentir. Gouiri, c'est de sa faute. Silvinho, on pourra dire ce qu'on veut, c'était un mauvais choix également. Maintenant, pour le reste, tout n'est pas imputable à Juninho, et certaines des réussites majeures de l'OL des dernières années, à savoir Guimarães et Paqueta, hein, sont quand même eux qui permettent à l'OL de s'en sortir pas si mal que ça financièrement, sont imputables à Juninho. Donc ce côté c'est la faute à Juninho alors qu'il est parti depuis maintenant plus d'1 an, ça commence à être un petit peu redondant, et je pense que plus personne n'y croit. Pour battre en brèche l'idée d'un déclassement, vous avez mis à votre crédit cette demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, pour expliquer, le journaliste lui dit ton Noël il est un peu nul, il dit non, on a été en demi-finale de Ligue des Champions. Juninho était en poste pendant cette aventure, n'y est-il pas pour rien? Et Jean-Michel Aulas, pour pas grand-chose, c'était Rudy Garcia l'entraîneur. Alors, expliquez-moi, parce que visiblement, c'est Juninho qui choisit Rudy Garcia, donc c'est sa faute si on a choisi Rudy Garcia. Mais du coup, Rudy Garcia, c'est réussite, parce qu'il y en a quand même une, c'est pas de la faute de Juninho. En fait, Juninho, c'est le Shaitan. Et voilà, voilà. Non, il y a des trucs terribles. Il y a cette question, je l'ai pas vue sur Twitter beaucoup, mais il y a un extrait qui est incroyable. Votre discours donne l'impression d'une personnalisation de l'échec sur Juninho, qui n'est plus au club depuis 1 an. N'y a-t-il pas des erreurs qui peuvent être imputables à l'équipe dirigeante en place et à vous-même? Réponse de Jean-Michel Aulas. Vous voulez que je vous dise des choses que je ne pense pas? Entre parenthèses, sourire. Donc effectivement, Jean-Michel Aulas considère que son équipe dirigeante en place est absolument irréprochable et intouchable, et qu'elle n'a commis aucune erreur. Je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça, si ce n'est qu'on est quand même sur des signes de démence, hein, à ce stade-là.
Derrière, il nous explique le truc que vous avez tous vu, que Bruno Chéroux est hyper compétent et qu'il veut le mettre en directeur sportif. Il nous explique également, parce qu'il a chié sur Juninho, c'était pas suffisant, Laurent Blanc a une stature et une envergure qui n'est pas la même que celle de Peter Bosz. Bon, ok, d'accord. Bon, il va quand même falloir prouver dans les faits que Laurent Blanc est meilleur que Peter Bosz, que pour l'instant, c'est pas évident. Voilà à peu près, on repassera dessus de façon un peu plus complète sur une vidéo dédiée pour parler de ça, pour parler du bilan de Juninho de façon à peu près objective, et également des tours de flûte, puisque vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur le mercato. On avait dit la dernière fois que les rumeurs de départ de Cherki au PSG, on n'y croyait pas trop. Je vous confirme aujourd'hui que je suis sûr à 200% que tout ça est du vent. Aujourd'hui, on a Jean-Michel Aulas qui dit, à qui veut bien entendre, à toutes les caméras, Olivier Talaron qui nous explique que Jean-Michel Aulas lui-même lui a dit qu'il avait reçu un coup de fil de Nasser, qui lui a fait une offre pour Ryan Cherki, mais non, vous comprenez, on est très fort, on va refuser l'offre du PSG. Qui peut croire une seule seconde que c'est vrai ? Que Jean-Michel Aulas, s'il recevait un coup de fil de Nasser El Khelaifi, le balancerait dans la presse aussi rapidement. Tout ça, c'est soit un mensonge éhonté, soit un petit service rendu de Nasser El Khelaifi envers Jean-Michel Aulas, puisqu'ils s'entendent pas trop mal. C'est du vent, c'est de la trompette, c'est de la flûte, c'est un orchestre symphonique, là. Personne n'y croit. C'est vraiment le côté non, les gars, regardez, on a vendu Malo Gusto, oh là là, regardez des oiseaux qui passent, Ryan Cherki était courtisé par le PSG, on a réussi à le retenir, putain, qu'est-ce qu'on est fort. C'est vraiment des méthodes des années 2000. Qui peut croire ça ? Qui peut croire ça ? C'est de la diffusion d'informations bullshit pour faire croire que l'OL est en maîtrise de certaines choses alors qu'il n'y a aucune maîtrise. C'est comme le SMS de Ben Arfa, vous vous rappelez, c'est encore des signes de démence, les gars. C'est terrible. Donc jusqu'à quand et à quel point Jean-Michel Aulas va pouvoir prendre des gens pour des cons pour que ça s'énerve à un moment donné. Parce que vous savez très bien que ce qui fait bouger l'Olympique Lyonnais, c'est la presse et les virages. Donc peut-être que les virages vont rester très gentiment calmes, puisqu'ils s'entendent très bien, mais aujourd'hui, on est sur une situation où on se fout quand même complètement de la gueule du monde. Non, j'ai pas d'infos sur le 6 pisté. Je ne sais pas qui est le profil ciblé en 6. Voilà, on fera une vidéo peut-être plus complète là-dessus et plus posée. Peut-être demain, peut-être après-demain, je vais manquer de temps, on verra bien. Il y aura un live mardi soir, live nocturne à thématique mercato pour la deadline, où on aura la petite musique du multiplex à chaque fois qu'on a une vraie info là-dessus. Pour le reste, voilà, ce débrief est terminé, il aura fait 50 minutes, c'est bien, c'est un peu plus court que d'habitude. Avis sur Sarr et Jeffinho. Je n'ai aucun avis sur des joueurs que je ne connais pas. De l'avis de pas mal de suiveurs des Redivisés, Amin Sarr est un beau potentiel, mais 12 ou 13 millions, c'est extrêmement cher payé pour quelqu'un qui n'a pas encore prouvé qu'il avait un réel potentiel. À titre de comparaison, c'est le prix qu'a payé Benfica pour Andrés Chedelrup, que j'ai probablement très mal prononcé. Ça me paraît un petit peu cher, Amin Sarr. Maintenant, on est comme d'hab, on est l'Olympique Lyonnais, il faut attirer d'une manière ou d'une autre, et on n'attire pas avec la Coupe d'Europe, avec le projet sportif, donc il faut sortir le chèque. Donc j'ai pas d'avis sur Amin Sarr, je sais pas ce qu'il vaut. Jeffinho, j'ai aucune idée de qui c'est. J'ai jamais vu jouer Jeffinho, donc je laisse ça aux gens qui connaissent les joueurs en question. Jeffinho, c'est un prêt avec option d'achat, donc ça peut difficilement être dommageable. Amin Sarr, on est quand même sur un gros chèque pour un joueur qui a des stats intéressantes, mais qui sont pas au niveau. Je veux dire, il joue à Eindhoven, il est probablement intéressant, 12 ou 13 millions, c'est beaucoup. Donc voilà. Je suis dubitatif, à première vue, sur Amin Sarr, je demande qu'à être convaincu. Et Jeffinho, je pense que c'est une bonne opportunité de marché. Est-ce que ça suffira ? Non. Voilà, conclusion. Jeffinho, c'est René Leïd avec une moustache. Oui, c'est peut-être ça. Coparena, il kiffe le Jeffinho. Moi, je fais confiance à Coparena là-dessus. Voilà, pour la conclusion de ce débrief, on se retrouvera du coup mardi soir pour un live mercato, probablement sur YouTube, demain soir si je trouve le temps de faire cette vidéo sur Aulas, Juninho et comment on nous prend pour des cons, parce que la dernière a bien marché, et on se retrouvera bien évidemment mercredi à 23h pour le débrief de OL Brest. Soyez là, merci à vous les gars, merci à tous ceux qui ont lâché leur petit abonnement, ça fait grave plaisir, et on va se quitter là-dessus. Je vais vous envoyer en raid comme d'habitude. Chez qui je vous envoie ? Je vais vous envoyer chez Monsieur Ripaillou, tiens, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à vous. La rediff sera disponible sur YouTube d'ici 1 heure, je pense, environ 1 heure. Et puis, écoutez, bon week-end, pour une fois on gagne, donc on ne sera pas en déprime le lundi. Allez, bisous, à bientôt.